Chers téléspectateurs de Wafrica TV, bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Merci de venir dans cette émission. Interrogeons-nous, vous interrogez avec nous. Et la dernière fois, nous avions débattu sur l'espace et le temps. Et aujourd'hui, nous allons reprendre les mêmes concepts et en débattre comme des instruments de progrès, dont notre thématique sera l'espace et le temps comme instruments de progrès. Bonjour, professeur Mouchili. Bonjour. Professeur Mouchili, merci. Merci déjà pour l'émission de la dernière fois. Nous avons spéculé, nous avons réfléchi, nous avons discuté sur la question de l'espace, sur les questions d'espace et de temps. Et aujourd'hui, pour le téléspectateur qui nous regarde et pour tous les étudiants et chercheurs qui sont dans le monde, qui nous regardent, pour tous ces Africains qui s'interrogent sur ces grands concepts, nous voulons voir comment est-ce que l'espace et le temps peuvent être les fondamentaux du progrès ou du développement, comme on le dit communément. Commençons par citer Descartes, qui dit que par la science, l'homme va devenir le maître et le possesseur de la nature. Quelle place pour cette citation et pour quelle compréhension pour le chercheur qui nous regarde? Bon, lorsque Descartes le dit, il faudrait situer Descartes dans son contexte. Nous sommes en plein 17e siècle où l'on pense encore que les sciences pourraient être exactes. Et dès qu'on a dit ça comme ça signifie que, selon Descartes, l'homme pourrait arriver à un niveau tel qu'il maîtrise totalement le réel. Or, avec l'avènement de la physique moderne au XXe siècle, on sait qu'on ne peut pas maîtriser totalement le réel. Donc ça veut dire que il parlait là des possibilités que l'homme aurait sur la nature grâce au progrès scientifique. Oui. Mais comme les sciences ne sont pas exactes, on ne peut maîtriser totalement la nature. Étant donné que quand nous observons avec des nouveaux télescopes, les télescopes les plus précis, il se trouve que notre univers cache encore beaucoup de secrets et nous avons encore une grande marche à effectuer pour enfin totalement démystifier les données de la nature. Donc, quant à maîtriser l'univers, à posséder cet univers, la marche est infinie. Si on ne le possède pas, on ne le maîtrise pas, on peut moins le dominer. On le domine dans beaucoup de pans. On le domine. Mais seulement, la nature a des réactions aussi qui nous surprennent parfois. Parce que à l'époque de Descartes, on n'a pas considéré la nature comme un être vivant. Et en tant qu'être vivant, la nature peut aussi manifester son instinct de survie. Et sa manifestation, c'est cet instinct de survie parce qu'étant donné qu'elle est menacée, que nous subissons aussi les lois de la nature. Avec par exemple le réchauffement climatique. Voyez-vous, je pourrais plutôt pencher pour la position de Bacon. Pour commander à la nature, il faut déjà savoir comment lui obéir. Voyez-vous? Oui, cette position est davantage réaliste et répond au problème ou alors à la question de la nécessité de l'existence. Comment l'existence doit se faire et dans quel contexte? C'est à cette question que Bacon répond. Mais moi, j'ai un problème avec cette citation. S'il faut obéir à la nature, on peut être passif. Non, il ne s'agit pas d'obéir à la nature de façon à être passif, puisque Bacon lui-même, c'est un grand scientifique de son temps. Mais le problème, c'est qu'il faudrait reconnaître que la nature a la faculté de réagir à nos actions. Tout à fait. Voyez-vous? Et en son temps, Bacon ne faisait pas une science très a priori, parce que Descartes aussi avait une autre position. À partir du moment où vous pensez que vous pouvez évacuer toute chose qui existe de votre conscience, ça signifie aussi que vous pensez que la nature est une chose extérieure à vous. Or, Bacon a plutôt pensé que l'homme fait partie de la nature et par conséquent, il ne peut pas vivre ailleurs que dans cet environnement. Et même s'il doit commander à la nature, il faudrait que, puisqu'on a besoin d'oxygène, qu'il n'évacue pas l'oxygène de son espace vital. Par exemple. Voilà. Donc, c'est pour dire que Bacon a été plus réaliste que Descartes. Oui. Maintenant, que si on ne peut pas maîtriser
commander ou dominer la nature, on peut au moins s'en servir, on peut au moins se servir de l'espace, maîtriser l'espace. Oui. Non, l'espace, le temps lié au développement, ça signifie... il s'agit de savoir quel est le résultat que nous obtenons en fonction des systèmes politiques et scientifiques selon leur marche dans l'histoire. C'est-à-dire, nous sommes des êtres historiques. Et qu'est-ce que nous faisons au cours de notre existence pour poser dans l'espace et dans le temps que nous avons à vivre des marques indélébiles? Parce que le progrès signifie une avancée qui ne va pas être encore irréversible alors. Irréversible. Oui. Une avancée irréversible vers un plus être, vers une existence meilleure. Bon, dans ces conditions, il faut savoir qu'en tant qu'être historique, donc temporel, nous devons savoir comment codifier notre marche dans l'histoire, comment penser dans un temps et dans un espace donné qui est notre territoire de vie, si nous sommes dans une société politique, les différents facteurs de développement ou alors d'amélioration des conditions de vie. Si la science et les autres savoirs doivent y participer, il faut donc catégoriser ces domaines et donner des critères à ces domaines par rapport au temps et par rapport aux objectifs à atteindre pour que la mise ensemble harmonieuse de l'ensemble des données ou bien de l'ensemble des domaines de recherche ou des domaines de savoir puisse produire la nouvelle société que l'on souhaite et qui sera la société développée, la civilisation. Parce que la civilisation se construit comme un programme déterminé par une ambition de croissance dans son être. Et lorsque on veut exister en se développant, il faut bien qu'on intègre la nécessité de se surpasser, de dépasser le déjà là, de ne jamais accepter de vivre à un niveau de civilisation statique. Être toujours en décalage par rapport au temps qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire plus simplement se questionner, s'interroger sur... Oui. Mais quand même, un obstacle que je peux voir comme ça, peut-être qu'il n'en est pas un, c'est que nous fonctionnons, même en tant que scientifiques, sur des acquis. C'est-à-dire qu'on a un monde qui a été codifié par certains, plus précisément par les Occidentaux, et qui nous disent comment fonctionne telle ou telle autre chose, comment l'espace se gère, se maîtrise, se conquiert, et est-ce qu'il est possible pour nous de remettre quand même en question ces principes, si on peut les appeler comme ça? Il n'existe pas de peuple naïf pour qu'on dise qu'il y aurait des peuples désignés pour déterminer le destin des autres. Oui. Lorsqu'on décide d'être souverain, c'est parce qu'on veut se penser comme un peuple libre. Oui. Et pour se penser comme un peuple libre, on doit avoir son propre programme de développement qui ne dépendrait pas des autres. Oui. Bon, maintenant, comment faire mouvoir, se déployer de façon optimale ce processus de développement qu'on a pu penser théoriquement? Tout ça rentre d'abord dans la considération qu'on a pour l'éducation et la formation. Parce que c'est dans l'éducation et la formation qu'on aura les ressources humaines disponibles pour rendre réel ce qu'on a pensé comme programme de développement. Bon, maintenant, il faut se former. Il ne faut pas se former en vivant en vase clos. Mais il faut se former en tenant compte des relations internationales, par exemple. C'est-à-dire des échanges d'informations. Parce que la science s'infuse et se diffuse. Et quand ça se diffuse, ça devient un système de partage à l'échelle mondiale. À la portée de tous. À la portée de tous.
pourvu que chacun fasse des efforts. Parce qu'il faut savoir que la science est comme une bouteille jetée à la mer sur laquelle est inscrite l'étiquette « attrape qui peut ». Voilà. Donc, la science, ce n'est pas une donnée. La science, c'est la réalisation d'une vocation des travailleurs. Ça signifie que pour se développer, il faut accepter de se remettre en question et de remettre en question le déjà là. Le déjà là, c'est les acquis, c'est vrai. Mais les acquis, quand on parle de développement, ne sont que des éléments de propulsion pour qu'on atteigne une nouvelle ère, qui sera l'ère d'un développement plus accru. Mais on ne peut pas ne pas avoir d'ambition de changement du cadre de vie et de changement de sa perception même de la vie et en même temps chercher à être développé. La paresse ne nous mène nulle part. Et il n'y a pas de manne qui tomberait du ciel pour que nous soyons enfin développés. Le déclic est dans la formation. Le déclic, c'est dans le modèle d'homme qu'on veut réaliser et dans le projet de société qu'on a. Est-ce que les systèmes politiques que nous construisons, les systèmes de gouvernance que nous avons, sont de nature à répondre aux besoins qu'expriment les peuples en termes de volonté d'être développés? Prof, je vous ai souvent dit que je vois pas souvent l'influence que je peux avoir sur les gouvernements et sur les États. Oui, Cette question, moi, je me la pose généralement pas. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, en général, c'est celui qui nous regarde, celui avec qui on échange. Le jeune chercheur qui est dans une situation et qui s'interroge. La question, est-ce qu'il peut personnellement se poser la question sur la gestion, la maîtrise et sa projection dans l'espace? Il peut le faire, mais il va rester à l'échelle de la recherche fondamentale. Pour que sa recherche devienne captivante pour les industries, le politique ne peut pas ne pas intervenir. Parce qu'il faut créer des conditions d'épanouissement de la recherche. Voyez-vous? À l'échelle individuelle, vous allez rester dans la recherche fondamentale aux petits essais de laboratoire. Or, la recherche n'est pas faite pour rester dans les laboratoires. Toute recherche qui se fait est une passion qui doit avoir un impact nécessaire sur la condition humaine. Et c'est à ce niveau que l'État est absolument important. Et du coup, maintenant, parlons de la gestion du temps. On est dans un espace comme ça où on n'a pas suffisamment de maîtrise du temps. Prenons le cas même seulement des retards. On peut même commencer par là. On n'a pas l'impression que le temps, on dit dans des jargons chez nous que la montre, c'est pour les Occidentaux et que le temps, c'est pour nous. Est-ce que nous avons tout le temps? Quel est le niveau de culture que nous avons par rapport au temps? Qu'est-ce que la forme... Il faut déjà s'interroger. Qu'est-ce que la citoyenneté? Est-ce que la citoyenneté est dans la réponse qu'on adresse à l'État par rapport à ce qu'il exige, les impôts, il exige de la nationalité? Non. Est-ce que nous sommes obligés de réaliser des performances? C'est ça qui donne une prise en charge du temps. Est-ce que nous formons des citoyens? Parce que c'est la qualité de la formation qui détermine un citoyen, à savoir qu'il doit réaliser une performance. Dans un temps. Dans un temps. Oui. La performance est dans le temps. Ça ne peut pas être dans une durée indéterminée. Oui. Parce que lorsqu'on parle de performance, c'est comparativement à d'autres instances ou bien à d'autres États. Bon, maintenant, quand on vous dit que le petit Coréen n'a que 5 heures de sommeil par jour, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'il fait pendant qu'il ne dort pas. Il travaille pour être compétitif. Il travaille pour être rentable, pour être efficace.
il travaille pour être productif. Et à partir de 10 ans, il ne peut plus avoir plus de 5 heures de sommeil. Vous voyez des jeunes Coréens marcher, parce que les routes sont moins escarpées que chez nous, en dormant. C'est-à-dire, c'est quand il est dans le bus qu'il profite pour s'assoupir. Oui. Là-bas, les enfants mangent en courant. Parce qu'il n'y a pas de temps pour s'asseoir, manger et digérer à sa guise. Il faut qu'à un certain âge, que tu sois à un autre niveau de société qui te permette d'être absolument rentable pour l'État. Il faut suivre les documentaires sur les jeunes Coréens. C'est des enfants qui ne dorment pas. Or, ici, on a tout le temps de sommeil. Hein? Et on réclame des fériés. Nous sommes encore les seuls pays en Afrique où on jubile quand il y a un férié. Oui. Où dans l'année, il y a beaucoup de fériés. Dans un pays en chantier, on n'a pas besoin de fériés. Vous allez constater que même en France, pendant les fêtes religieuses, on a créé aujourd'hui ce qu'on appelle les heures complémentaires. Si vous partez au travail le jour férié... Vous avez un doublé, on vous double la paye. Oui. Mais chez nous, tout est statique. Quand vous prenez dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, vous pensez que les entreprises d'État ont des performances à réaliser? Non. C'est pour ça que ces entreprises tombent généralement. Mais quand vous avez des performances à réaliser et que votre paye dépend de la performance que vous avez réalisée, vous êtes obligé de vous mettre au travail pour être compétitif et par conséquent, vous n'allez plus jamais dormir. Et vous saurez que le temps ne dépend plus de vous ou alors que vous n'avez plus maître du temps, mais que c'est le temps qui est votre maître. En ce moment, on a moins de sommeil, on a plus de travail, on est même amoureux de faire un travail on est passionné par un travail qui est rentable en fonction des bénéfices réalisés. Tant qu'on n'a pas pensé à la compétence, à l'atteinte des résultats dans un temps défini, on ne peut être que sous-développé. Vous ne pouvez pas penser que le système de fonctionnariat est un système non exigeant. Non, c'est exigeant. On doit, à chaque poste, être appelé à réaliser dans un temps un record de production. Et c'est ce record dans le temps qui permettra que vous soyez maintenu ou dégagé. Professeur, peut-être que notre inefficacité sur le plan global, disons sur le plan de la société en général, ou on peut même dire sur le plan de l'État, c'est un problème systémique. Est lié au fait que sur le plan individuel, nous n'ayons pas de défis. Parce que en s'additionnant... ce que je veux vous dire, c'est que il n'est pas naturel à l'homme de fournir des efforts. C'est sous la pression et la contrainte. Apparemment, ça devient une habitude. On ne ressent plus la pression. Mais c'est parce qu'on est dans une culture de travail. Prof, on peut se mettre soi-même la pression. On peut se mettre soi-même la pression juste pour se changer, mais sans changer l'ordre des choses. Je vous ai dit, à l'échelle individuelle, vous pouvez vous mettre une pression telle que vous fassiez des découvertes extraordinaires, mais qui resteront la recherche fondamentale. Parce que ça n'aura pas eu un impact, ça n'aura pas créé un effet de domino pour qu'on pense la réalisation de ce qui a été produit en laboratoire à l'échelle industrielle. C'est ça le problème. Et c'est à ce niveau que l'État est indispensable. Parce que nous sommes dans des sociétés organisées et structurées, hiérarchisées. Il faut donc que ce qu'on entend par hiérarchie ouvre des perspectives. Et c'est dans ces perspectives qu'on doit s'engouffrer pour donner une valeur, non seulement individuelle, mais collective à nos recherches. Profession se mettait en association. Quand même on se mettait en association, il faudrait encore que l'État accepte l'existence de votre association. Nous sommes dans des États et nous ne vivons que comme des citoyens, nous ne vivons pas comme des individus. À partir du moment où vous êtes défini, moi je suis défini comme citoyen, ça veut dire que le principe d'individualité disparaît. Parce qu'on me pense comme citoyen dans mon rapport à l'autre, pas dans mon rapport à moi-même. Parce qu'il y a des droits, il y a des devoirs, c'est-à-dire le permis et le défendu, qui me permettent d'agir à l'intérieur d'un État
sous le couvert de la citoyenneté. Et vous ne pouvez pas échapper à cela, que vous soyez chercheur ou non. Et le citoyen est celui qui ne fait que ce que la République accepte. Prof, on voit dans le monde beaucoup d'entrepreneurs privés qui bousculent parfois les convictions des États, c'est-à-dire qui réussissent quand même à s'imposer sur le plan scientifique. Justement, et c'est pour cette raison que vous allez constater que dans beaucoup de pays pauvres, on est réticent. Parce qu'il n'est pas de la nature humaine de laisser son pouvoir s'amenuiser au nom de la recherche scientifique. Mais c'est pour cette raison que, et j'admets toujours cette expression d'Obama, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais des institutions fortes. Lorsque les institutions sont au-dessus des individus, et que les individus ne soient pas l'incarnation des institutions, vous verrez que la performance sera toujours primée. Voyez-vous? Vous citez des entreprises dans des États où les individus disparaissent au profit des institutions. Voyez-vous? Bon, quand les individus ont disparu au profit des institutions, tout le monde évolue dans le cadre de la légalité. Parce qu'il y a un cadre juridique, aucune individualité, aucune conception faisant le culte de la personnalité ne peut plus s'imposer à vous. Et vous devenez donc libre de faire une recherche. C'est aussi grâce au privé que dans ces pays, sont classés comme les meilleurs, les plus développés. Ce n'est pas à cause de leur État. C'est à cause de la valeur qu'on a donnée au privé que les États-Unis sont les pays les plus performants de la Terre. Voyez-vous? Voilà. Bon, maintenant, est-ce qu'on a déjà donné cette valeur absolue aux institutions? Dans beaucoup de pays en Afrique, on a l'impression que les hommes sont des valeurs absolues et les institutions peuvent être changées au gré des hommes qui sont des valeurs absolues. Voyez-vous? Oui. Or, lorsque les institutions sont des valeurs absolues, les individus savent qu'ils ne sont que des éléments de la chaîne et qui doivent passer. Pour que l'institution reste. Pour que l'institution reste. On doit travailler pour donner la force aux institutions. On doit travailler pour donner la force aux institutions. Et c'est dans ces états qu'on peut voir la science progresser. Parmi les jeunes qui nous regardent, qui ont la conviction que si on ne dort pas 10 heures ou 8 heures de sommeil, on va tomber malade. Parce qu'il y en a, ça fait partie des acquis, des faux acquis de notre éducation. J'ai bien envie de penser que si la moitié des jeunes Camerounais décidaient de dormir 5 heures, 4 heures, on aurait peut-être dans 10, 15 ans, 20 ans, une autre société. C'est-à-dire que, vous voyez un peu, j'ai la faiblesse de penser que c'est parce que des individus ont fait des sacrifices, parfois sur le plan personnel, qu'on réussit à avoir des leaders qui peuvent éclairer la société en général. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pour cette raison que les individus, dans nos États, ne peuvent pas arriver jusqu'à construire la masse critique qu'il faut pour inverser la tendance. Dans un pays comme la Corée, tout ça est codifié. Ce n'est pas la mère qui veut, ce n'est pas le père qui veut, ce ne sont pas les parents de l'enfant qui veulent que l'enfant ne dorme pas. Oui. C'est-à-dire, le système est tel que il est pris dans un engrenage qui lui met une pression énorme. Voyez-vous? La pression est telle que tu ne peux pas te cacher pour dormir, sauf si tu sors de la société. Tu es pris dans un système, indépendamment de ta volonté. Et tu construis ta nouvelle volonté en fonction de la pression existentielle qui naît parce qu'elle est imposée. Voyez-vous? Or, chez nous, où c'est la volonté, je vous ai dit, à l'état de nature, si on peut le dire ainsi, le cerveau est essentiellement paresseux. Et je vous ai pris le cas du nouveau-né. Quand un être humain arrive au monde, la tendance qu'il manifeste, c'est de tout réclamer. Il pleure parce qu'il a faim, il pleure parce qu'il a froid, il pleure parce qu'il ne fait que réclamer. Il ne sait pas qu'on peut lui réclamer aussi des choses. C'est l'éducation qui va lui permettre de comprendre qu'il n'a pas
le droit de seulement réclamer, mais il a aussi le devoir de produire pour que de lui, on réclame. Voyez-vous? Donc, ça c'est la résultante d'une éducation, d'une formation qui donne lieu à la réalisation de ces performances, de ces productions, qui va dépasser l'échelle individuelle pour aller au niveau de la communauté et même au niveau international. Parce que vous faites des productions. Lorsque vous faites de l'agriculture de subsistance, où vous ne cultivez que pour nourrir la famille, ce n'est rentable à aucun niveau. Mais c'est lorsque vous entreprenez de faire une agriculture qu'on peut commercialiser que vous devenez utile pour l'État. Socialement. Oui, vous devenez utile socialement. L'individu est une force de travail. Mais l'individu ne suffit pas. Ouais. Il ne suffit pas pour réaliser la performance qui va créer une incidence sur la condition de vie d'un peuple. Il faut... L'État n'est pas forcément ce mastodonte qui a tous les moyens, mais l'État ouvre les voies en créant des opportunités. Voyez-vous? Puisque les opportunités ne sont pas nécessairement données. Si les opportunités étaient données, chacun ferait comme il entend en vue de la prospérité de son pays. Professeur Mouchili, permettez que j'insiste un peu sur ce plan. Parce que pour moi, l'État, c'est un concept. Oui, l'État, c'est un concept. L'État, c'est un concept. Oui, mais qui représente une réalité. Qui représente une réalité. Mais ce que le contenu de l'État ne peut être chargé que des individus. De la volonté qu'aura dégagé les individus. Oui. Donc, je prends pour exemple vous-même, la pression existentielle que vous avez au fond de vous, en termes d'occupation, d'espace, de gestion de temps, ce n'est pas nécessairement l'État qui vous la fout. C'est que vous avez trouvé au fond de vous une volonté ferme qui vous permet de lire des livres, d'occuper des espaces que vous pouvez occuper parce que derrière, vous pensez que la société peut en bénéficier. Je pense que des actions en ce sens-là pourraient nous permettre d'avancer. Mais il y a aussi une pression extérieure. Oui, en effet. Comment mériter son salaire? Oui, en effet. Vous savez que on a des enseignants, on a des gens de votre rang qui se posent sur la même question. Bon, nous ne pouvons pas être ici pour parler des brebis galeuses. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais maintenant, ce que je voudrais relever, c'est qu'au fond de vous, vous avez une pression existentielle qui vous impose une tenue, surtout dans la gestion des espaces et la maîtrise du temps. Oui. Bon, disons que... Et c'est ce que je souhaite que le téléspectateur qui nous regarde retienne. Non, c'est vrai, mais sachons que un homme qui naît n'a pas en lui un gène qui le prédispose à être par nature travailleur. Et il faut donc créer en lui cette disposition au travail. Donc, le type d'éducation qu'on reçoit, c'est vrai qu'il y a des particularités individuelles qui peuvent se manifester en fonction de chacun de son quotient intellectuel. Mais il faut appâter la jeunesse, à part le travail. Avec le travail, j'allais dire, si la jeunesse n'est pas appâtée par le travail, n'est-ce pas? Comment pensez-vous? Il y aura quelques exceptions, mais on ne développe pas un État avec les exceptions. On développe l'État avec le plus grand nombre possible de ressources humaines. C'est ça mon problème. Donc, quand nous nous plaignons aujourd'hui d'une jeunesse vouée dans la grande majorité à la drogue, bon, je ne peux pas dire la grande majorité, un certain grand nombre de jeunes. Bon, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas quelquefois dans certaines conditions, on ne trouve pas le modèle qui met à nous la pression de réaliser des performances qui nous permettront d'arriver à l'échelle où il s'est hissé. Quand il n'y en a plus. Quand on parle de la corruption à ciel ouvert,
non pas pour la condamner, mais pour donner subtilement comment ça se... Pour dire subtilement à la jeunesse comment ça se passe. Voyez-vous? Nous sommes dans des états où vous voyez des parents d'élèves demander aux enseignants de tout faire pour que les enfants aient les notes miraculeuses. Mais pas parce qu'ils auront appris nécessairement les leçons, mais parce qu'on veut qu'ils soient premiers de la classe. Bon, nous voudrons retenir que le parent qui nous regarde devrait savoir que son enfant, n'ayant pas des gènes de paresseux, a nécessairement des gènes comme tous les autres enfants, et il suffit de stimuler sa volonté pour qu'il se mette au travail et qu'il ait par lui-même de bons résultats. On stimule, on lui met la pression. On ne vit que sous la pression existentielle. Parce que la vie en elle-même est déjà une prise de risque. Et le risque de ne pas mourir est la pression qui nous fait travailler dans le sens d'éviter la mort. Voyez-vous? Parce que l'instinct de survie est la première caractéristique fondamentale de l'homme. Seulement nous sommes capables d'intelligence pour aussi, cette capacité nous permet de savoir orienter la gestion de nos instincts, de notre instinct de survie. Voyez-vous? L'orientation ici est désormais rationnelle. Parce que si on ne vivait que d'instinct de survie, c'est que même si je peux avoir faim et manger mon petit, donc le consommer comme aliment. Mais qu'est-ce qui fait que j'évite cela? C'est le système social dans lequel je suis intégré. C'est les valeurs qui me sont enseignées. C'est la pression qu'on exerce sur moi pour que je sois un citoyen modèle. Voyez-vous? Donc, et pour être un citoyen modèle, il faut suivre un cursus. Il faut éviter des résultats. Il faut éviter des raccourcis. Il faut éviter de fétichiser ceux qui sont arrivés au sommet. De les regarder comme s'ils étaient des êtres d'exception. Parce que chacun de nous... Mais il faudrait aussi que le parcours soit... que le parcours de chacun soit clarifié et que le jeune sache, voilà les étapes qu'il faut franchir pour arriver à tel ou tel stade. Mais quand il n'existe pas des cursus ou alors des profils de citoyens, quel est le profil qu'on veut avoir d'un citoyen pour qu'il celui-ci atteigne le niveau qui permettra de voir en lui un modèle. Quand c'est flou, ça veut dire que la formation est floue et par conséquent, ce sera difficile d'obtenir la meilleure graine. Merci infiniment, professeur Mouchili. Merci d'échanger avec nous, d'avoir partagé ce moment sur l'espace et le temps liés au progrès, sur comment est-ce que nous gérons ces données pour pouvoir être des existants, utiles pour nous-mêmes et socialement. Merci pour cet échange. Chers téléspectateurs, vous vous êtes bien rendu compte que nous échangeons avec vous et que ça reste des pépinières de réflexion sur lesquelles vous également, vous pouvez participer. N'hésitez pas à nous donner vos avis, à nous faire des commentaires, à nous faire des suggestions. Nous vous en remercions. Merci et à très bientôt sur Africa TV. N'oubliez pas de vous abonner parce que chaque fois que vous vous abonnez, c'est notre Afrique qui gagne. Merci pour ce. Merci, je vous remercie pour cette invitation. Merci pour.